Stanislas Régal, je suis en début de troisième année de thèse que je réalise avec Vincent de Victor. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été commencé par Mathieu Pellissier en stage de M2 l'an dernier et que j'ai continué cet été. Ce travail a trait au déclin des oiseaux en Europe, déclin qui est massif mais qui est contrasté comme nous allons le voir. Pour commencer, je voudrais revenir sur la notion de sixième extinction de masse, ce que certains chercheurs commencent à appeler une annihilation biologique, c'est-à-dire la suppression pure et simple d'une grande partie du vivant. Et cette annihilation a lieu non seulement au niveau des vertébrés, donc de façon assez visible, mais aussi de façon un peu moins visible au niveau de l'entomofaune, que ce soit au niveau mondial ou plus précisément dans certains contextes. Pour revenir sur les oiseaux, on sait depuis 1962, avec l'ouvrage majeur de Rachel Carson, Un printemps silencieux, que les oiseaux sont menacés par quelque chose d'assez pernicieux, qui est l'utilisation massive de pesticides. Donc c'était le DDT notamment à cette époque-là, mais depuis, de nouvelles familles de pesticides ont pris le relais, ce qui fait que différents articles, notamment celui-là de 2001, tentent à montrer que les populations d'oiseaux, notamment agricoles en Europe, déclinent fortement, mais plus récemment, le déclin de l'ensemble de l'avifaune a pu aussi être mis en évidence à l'échelle de l'Amérique du Nord notamment, mais aussi en Europe. S'intéresser au déclin massif, c'est quelque chose de très utile et de nécessaire, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il y a des différences entre les oiseaux, entre les espèces, différences qui sont liées notamment aux traits des espèces. Cet article de 2014 de Inger et collaborateurs fait justement l'exercice de différencier la réponse entre les espèces rares et les espèces communes. Les espèces rares qui profitent d'une relative accalmie puisqu'on commence depuis quelques années à protéger leur milieu après les avoir éradiquées pendant plusieurs siècles. Mais les espèces communes font souvent l'objet de moins d'attention au niveau de leur milieu et connaissent un déclin sans précédent. Déclin qui est d'autant plus important que ces espèces communes sont très importantes en nombre et ce déclin rejaillit directement sur l'abondance mesurée. L'article que je vous ai présenté précédemment sur le déclin des oiseaux en Amérique du Nord chiffre à 3 milliards d'individus le nombre de disparus depuis 1970. Mais là encore, ce n'est pas tous les oiseaux de façon identique, mais principalement certains types d'oiseaux typiques de certains habitats, notamment des milieux ouverts et aussi de certaines forêts et de façon plus surprenante peut-être des oiseaux considérés comme généralistes qui pourtant sont souvent considérés comme les gagnants de l'Anthropocène. En plus des différences entre les espèces, il y a aussi la multiplicité des pressions qui s'appliquent sur ces espèces qu'il faut prendre en compte, puisque non seulement ces pressions sont nombreuses, mais elles peuvent aussi agir de façon synergique, c'est-à-dire que le tout est plus que la somme des parties pour ce qui est de l'effet des pressions. Plus précisément pour les oiseaux, il y a un ensemble de pressions majeures qui agissent à la fois sur leur habitat, la destruction de l'habitat, que ce soit au niveau de la simplification des milieux, que ce soit au niveau de la déforestation ou de la création d'infrastructures humaines, mais aussi sur la ressource pour leur nourriture, puisque les pesticides vont jouer directement sur le nombre d'insectes disponibles, et puis quelque chose de plus global qui est le changement climatique, pression qui va continuer à s'accentuer dans les années à venir. Le problème auquel je voudrais m'intéresser ici, c'est est-ce qu'on peut encore améliorer notre compréhension du déclin qui affecte les oiseaux. Pour cela, j'ai utilisé les données européennes d'abondance d'oiseaux, ce sont des abondances par espèce par pays, et nous avons des données avec une résolution temporelle de 38 ans. Sur ces données, j'ai appliqué une méthode que l'on a publiée au début de l'année, qui permet de catégoriser dans 9 classes les dynamiques non linéaires des populations notamment. Les traits des espèces, eux, ont été approchés à travers à la fois des données génériques, qui sont des données d'histoire de vie, des données de traits fonctionnels, mais aussi à travers deux types d'indices plus spécifiques. L'indice de température, qui renseigne sur la niche de température préférée des espèces, et puis un indice de spécialisation qui caractérise est-ce qu'une espèce est capable de vivre dans des environnements différenciés ou non.
Et enfin, pour ce qui est des pressions anthropiques, je me suis intéressé à 4 pressions. On commence par les pesticides. Sur ces cartes, vous voyez en couleur la magnitude, c'est-à-dire la moyenne de la pression, et puis des graphes temporels qui renseignent sur l'évolution temporelle de ces pressions. Ensuite, la simplification des milieux avec la taille des fermes, l'artificialisation des sols et le changement climatique. L'ensemble de ces pressions, vous le voyez, à quelques exceptions près, augmente dans la plupart des pays. Ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est d'abord de confirmer ce qui avait été trouvé notamment par Inger, c'est-à-dire un déclin massif dans l'abondance des espèces, et ce déclin qui ne se retrouve pas au niveau de la biomasse. Donc il y a bien une différence qui semble affecter les espèces légères et les espèces lourdes. Si on essaye d'aller un peu plus loin, on retrouve le déclin massif des espèces agricoles, qui ont perdu la moitié de leurs individus depuis 1980, un déclin des espèces forestières, ça c'était beaucoup moins attendu, et puis une augmentation accélérée des espèces généralistes. Si on s'intéresse plus à l'abondance au niveau européen, mais pour chaque espèce à sa tendance dans chaque pays, eh bien on peut encore mettre en évidence que les espèces agricoles ont des tendances plus négatives que les autres, que les espèces spécialistes ont des tendances plus négatives que les généralistes, et que les espèces qui préfèrent les milieux froids ont des tendances plus négatives que les espèces qui préfèrent les milieux chauds. Ces résultats peuvent aussi être regardés de façon spatialisée, et cela permet de mettre en évidence des différences entre les pays, à savoir que pour certains pays comme la République tchèque ou la Lettonie, il y a plus d'oiseaux qui sont en augmentation que d'oiseaux qui sont en déclin, mais que pour les pays de Scandinavie notamment ou d'Europe de l'Ouest, vous avez une majorité d'oiseaux qui sont en déclin, et pour l'ensemble des pays, vous pouvez observer qu'il y a principalement des dynamiques stables. C'est notamment dû au fait qu'on a une résolution temporelle de 20 ans ici, 1996-2016, ce qui diminue la capacité à trouver des tendances significatives. Cependant, l'ensemble des analyses qui peuvent être faites pour essayer de relier pression et dynamique souffrent de plusieurs limites. Premièrement, on étudie souvent la corrélation et rarement la causalité. Deuxièmement, on est souvent limité au niveau des données, soit on a une résolution spatiale faible, soit une résolution temporale faible, qui conduit souvent à faire une hypothèse de substitution espace-temps, dans laquelle le gradient spatial serait synonyme d'une évolution temporelle. Et puis, on étudie souvent une ou deux pressions assez proches, de façon isolée du reste des pressions. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser 4 pressions et de les étudier de façon synchrone pour avoir leur effet relatif. On a aussi utilisé à la fois les données spatiales et les évolutions temporelles de chacune de ces pressions. Ça nous a permis de mettre en évidence que la taille des fermes et le couvert de la surface agricole représentée par des fermes à haut niveau d'intrants, c'est-à-dire le proxy pour les pesticides, ont un impact négatif sur l'ensemble des tendances des espèces. A contrario, le changement de température va avoir un impact relatif qui sera positif pour un certain nombre d'espèces. Et puis, de façon bien moins marquée, l'artificialisation peut aussi avoir un impact positif sur certaines espèces. Là encore, il reste des limites. On n'a pas dépassé la corrélation pour atteindre la causalité. Et il arrive que les données spatiales soient collinéaires aux évolutions temporelles des pressions, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser à la fois la donnée spatiale et le changement temporel pour une pression, mais on doit choisir soit l'un, soit l'autre. Il en résulte qu'on perd une information, soit spatiale, soit temporelle. Pour essayer de dépasser cela, j'ai utilisé une technique tirée des travaux notamment de Sugihara et collaborateurs en 2012 pour essayer de détecter une causalité entre des séries temporelles. En utilisant la série temporelle d'une pression et la série temporelle d'une espèce, on peut essayer de savoir si la dynamique de la pression va influer la dynamique de l'espèce. Ça a permis de mettre en évidence que la dynamique de la température va avoir un impact positif sur les espèces qui préfèrent les milieux chauds et un impact négatif sur les espèces qui préfèrent les milieux froids. Si on revient à l'artificialisation, on peut aussi mettre en évidence que la dynamique de l'artificialisation peut avoir un impact positif sur certaines espèces, ce sont les espèces des milieux construits. Et puis,
Cette méthode permet aussi de comprendre pourquoi le couvert en farm à haut niveau d'intrants a un impact négatif sur la majorité des espèces. Eh bien, c'est parce que la vaste majorité des espèces d'oiseaux dépendent à un moment ou à un autre pour leur nutrition des insectes, et la dynamique du couvert agricole représenté par des fermes à haut niveau d'intrants a un impact clairement négatif sur ces espèces-là. Pour conclure, on a donc un déclin massif des oiseaux européens. Ce déclin, il est cependant contrasté en fonction des espèces, ce qui nous a permis de mettre en évidence un syndrome de trait, et il est aussi contrasté au niveau des pays. Et ça, c'est notamment dû à une différence de pression entre ces pays. Et parmi ces pressions, il y a des pressions qui ont un impact uniforme, c'est-à-dire qui vont avoir un impact similaire sur l'ensemble ou la vaste majorité des espèces. On pense notamment aux pesticides. Et puis, il y a des pressions qui ont un impact non uniforme, c'est-à-dire différenciées entre certaines espèces et d'autres espèces. On pense notamment au changement climatique qui va impacter positivement des espèces qui aiment les milieux chauds et négativement des espèces qui préfèrent les milieux froids. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de pouvoir discuter avec vous de vive voix.